Bonjour, merci à toutes et à tous d'être là ce matin. Le titre du cours d'aujourd'hui s'intitule « Violence des stigmates psychiques multiples et durables ». Alors, comment parler de santé mentale au cours de ces semaines que nous passons ensemble sans évoquer les violences verbales, physiques, sexuelles, dont les effets sur la psyché ainsi que sur la santé physique sont importantes et très largement connues. Dans cette première partie, je vais commencer par un état des lieux assez général sur ce qu'on sait aujourd'hui des liens entre violence et santé mentale. Puis ma collègue Fabienne Elkoury, qui nous fait l'honneur d'être là aujourd'hui, qui est épidémiologiste et chercheur à l'INSERM, parlera plus spécifiquement des questions liées à la mesure et aux effets des violences sexuelles et sexistes. Donc je vais prendre entre 45 et 50 minutes pour vous présenter ce que j'ai à vous présenter, et puis on prendra un temps pour des questions à la fin de la présentation. Alors commençons par quelques chiffres. Il s'agit encore une fois d'un cours d'épidémiologie. Si tant est qu'on puisse chiffrer les conséquences des violences sur la santé, mais je voulais quand même vous montrer ce qu'on fait de mieux peut-être, ou ce qu'on essaie de faire pour essayer d'arriver à ce type d'estimation. En 2000, l'Organisation mondiale de la santé a estimé que 1 600 000 personnes dans le monde avaient perdu la vie dans l'année écoulée à cause de faits de violence. Et une autre estimation présentée ici sur cette diapositive indique qu'en 2021, différentes formes de violence font partie des facteurs qui contribuent le plus à la santé des populations, estimées ici en termes d'années de vie perdues. Bon, les violences causent des problèmes de santé. Empêcher les violences pourrait prévenir la survenue de nombreux cas de troubles psychiatriques, peut-être d'autres formes de problèmes de santé. On pourrait en fait s'arrêter ici. C'est, je pense, quelque chose qu'on sait tous intuitivement et évidemment qu'on comprend. Bon, et pourtant, nous allons passer 1 heure ensemble et je vais essayer de vous montrer que derrière cette affirmation très simple, il y a de nombreuses questions pour la recherche et de nombreuses questions que les chercheurs se posent. Tout d'abord, qu'est-ce que la violence ? Du moins, quels sont les différents types de violences ? Comment les mesure-t-on ? Comment les appréhende-t-on ? Quels sont les effets des violences et comment les comprend-on aujourd'hui, à la fois sur le plan sociologique, épidémiologique, mais aussi sur le plan biologique ? Comment réduire les conséquences de différentes formes de violence sur la santé ? Existe-t-il des moyens pour limiter la survenue des violences et les prévenir ? Et puis, à la fin, vous aurez sûrement d'autres questions. N'hésitez pas à les poser et j'espère qu'on pourra les aborder ensemble. Alors, on va tout de suite commencer par une question qui est très simple. Qu'est-ce que la violence ? Et pourtant, nous croyons savoir ce qu'est la violence, le meurtre, les tortures, les agressions, les massacres, les guerres, les oppressions, la criminalité et le terrorisme. Pourtant, une fois passées ces premières évidences, définir les violences n'est pas chose facile. Donc, ce sont les mots d'Yves Michaud qui a consacré un que sais-je à cette question, qui est philosophe. Et je vous incite évidemment à le lire parce que la question de savoir comment on définit les violences dépasse très largement le champ de l'épidémiologie. Alors, je vais prendre la définition de l'Organisation mondiale de la santé, puisqu'on s'intéresse ici aux effets sur la santé. L'Organisation mondiale de la santé qui nous dit que la violence est l'utilisation intentionnelle de la force physique ou du pouvoir sous forme de menaces ou d'actes réels contre soi-même, une autre personne, un groupe ou une communauté, ce qui entraîne ou est susceptible d'entraîner des blessures, la mort, des dommages psychologiques ou un développement anormal. Donc, dans les représentations collectives, la violence renvoie le plus fréquemment à l'usage de la force physique, parfois psychologique. Et l'OMS distingue 3 types de violence. La violence dirigée vers soi-même, alors ça, j'en parlerai pas aujourd'hui, c'est pas le sujet du cours, et puis voilà, ça déborde un tout petit peu, mais évidemment, les automutilations, les actes d'agression envers soi-même, le suicide sont aussi considérés comme une forme de violence. Mais donc, à part les violences dirigées vers soi-même, on distingue les violences interpersonnelles et puis les violences collectives. Et là aussi, je parlerai assez peu des violences collectives parce qu'il a bien fallu faire des choix. Donc, la définition de ce qui est violent ou non pour les philosophes, mais aussi pour les épidémiologistes, se réfère à des normes. Yves Michaud, dans son ouvrage, donne l'exemple des violences policières. Alors, je ne veux pas du tout aborder un sujet clivant, mais c'est un très bon exemple parce que la police fait usage de la force. Ça arrive, ça fait partie de ses attributions, mais évidemment, il est convenu que l'usage de la force, d'abord, ne se fait que dans une certaine mesure et dans certaines circonstances qui consistent à maîtriser des personnes qui enfreignent la loi ou menacent la sécurité d'autres personnes.
Et donc ce qu'on appelle les violences policières, ce n'est pas du tout le travail habituel de la police, mais un usage de la force qu'on considère comme étant supérieur à une certaine norme ou qui excède la loi. Mais voilà, c'est juste un exemple très simple pour montrer que déjà, on n'est peut-être pas tous d'accord sur ces définitions et qu'il faut en convenir ensemble, et c'est ce à quoi sert la loi. Donc les normes, évidemment, sont propres à un contexte et évoluent au cours du temps. Et ici, je voudrais donner un autre exemple, celui des violences éducatives ordinaires, qui font partie de la loi depuis 2019, mais donc d'une part, ça veut dire qu'elles n'en faisaient pas partie auparavant. Et pour faire partie de la loi, il a bien fallu les définir. Et donc, ces violences éducatives ordinaires, ce sont des violences physiques, verbales et psychologiques à l'égard des enfants, dans le cadre de leur éducation, à la maison ou dans d'autres lieux, notamment l'école. Donc, elles sont depuis 2019 interdites par la loi, voilà, qui est plus ou moins mise en œuvre. Les violences conjugales dont Fabienne El-Khoury parlera tout à l'heure sont interdites par la loi en France depuis les années 1990. Et là aussi, il a fallu trouver un cadre pour les définir et établir ce qui était interdit comme comportement. Alors, il faut donc d'abord nommer et définir les violences avant de pouvoir les mesurer. C'est peut-être pourquoi la première enquête systématique sur les violences subies par les femmes en France a été réalisée en 2000, ce qui peut vous paraître relativement tard, je pense. Un autre point, cette enquête sur les violences envers les femmes, par définition et comme son titre l'indique, ne s'adressait qu'aux femmes. Donc elle a inclus 2000 femmes âgées de 20 à 59 ans, elle a inclus 6970 femmes âgées de 20 à 59 ans, et a été réalisée par des chercheurs de l'Institut national des études démographiques et de l'INSERM. Donc, les femmes qui ont participé ont participé à un entretien d'environ 45 minutes sur différentes formes de violence auxquelles elles pouvaient par lesquelles elles pouvaient être touchées. Et plus particulièrement, les violences physiques qui étaient appréhendées par deux questions. On demandait, dans les 12 mois précédents, vous a-t-on giflé, frappé, a-t-on exercé des brutalités physiques contre vous? Et on demandait aussi, vous a-t-on menacé ou attaqué avec une arme ou un objet dangereux, ou a-t-on essayé de vous tuer ou de vous étrangler? Alors je vous lis les questions parce que je pense que c'est important de savoir exactement à chaque fois comment on pose ces questions. Et vous voyez tout de suite que d'abord il faut définir une période au cours de laquelle on demande aux personnes de se souvenir de ce qu'elles ont vécu. Bon, c'est souvent 12 mois, c'est un standard dans la recherche en épidémiologie qui nous paraît relativement simple. Je ne sais pas, et voilà, faites l'exercice pour vous-même si on vous demande ce que vous avez fait au cours des 12 derniers mois, quelle est la période que vous avez en tête et comment vous ressentez ces 12 derniers mois. Et puis, voilà, là, des termes très précis ont été utilisés pour interroger des formes de violence, d'exercice de la force très particulières. Dans cette enquête, les violences sexuelles étaient renseignées par la question suivante. Avez-vous été forcé à subir ou à faire des attouchements sexuels? A-t-on essayé ou est-on parvenu à avoir avec vous des rapports sexuels contre votre gré? Et deux questions plus spécifiques, interrogées sur les violences sexuelles au sein du couple. C'est-à-dire si le conjoint avait exercé sur la personne répondant la force pour avoir des rapports sexuels ou s'il lui avait imposé des gestes sexuels qu'elle refusait. Là aussi, un autre point relatif à cette enquête, on interrogeait les femmes sur la violence exercée par leur conjoint dans l'idée que tous les couples sont hétérosexuels. Voilà, je ne dirai pas plus loin, mais enfin voilà, donc les choses ont évolué, c'est juste pour vous dire ça. Donc en 2000, quelle était la prévalence des violences physiques et sexuelles subies par les femmes dans cette enquête, enfin telles que rapportées dans cette enquête? Selon les définitions que je vous ai données, 4% des femmes rapportaient des violences physiques et 1% des violences sexuelles au cours des 12 mois précédents. Bon, voilà. Je pense que Fabienne El-Khoury vous donnera des exemples d'autres enquêtes tout à l'heure qui donnent des estimations assez différentes. Alors ici, ce tableau, juste pour vous montrer que les résultats de cette enquête ont également servi à montrer que les femmes qui avaient subi des violences avaient des niveaux de détresse psychologique élevés et une probabilité augmentée d'avoir fait une tentative de suicide dans les 12 mois précédents, surtout si elles disaient aussi avoir subi des maltraitances au cours de l'enfance ou si elles avaient subi des violences sexuelles avant les 12 mois précédents. C'est vraiment juste un exemple pour vous montrer qu'interroger les violences et les quantifier dans le cadre des enquêtes épidémiologiques n'est pas chose simple. La première difficulté donc, consiste à formuler les questions de manière précise et en ciblant exactement les phénomènes auxquels on s'intéresse. La deuxième difficulté consiste à évaluer une temporalité. Et puis,
Est-ce que, quand on interroge les femmes sur les violences qu'elles subissent au sein de leur couple, est-ce qu'on interroge des situations de crise qui peuvent être passagères ou survenir de manière très occasionnelle, ou plutôt des situations de violence conjugale installées? D'abord, c'est une question à se poser en amont, évidemment, et puis les questions qu'on va inclure dans ces enquêtes ne seront pas les mêmes. Enfin, la manière dont les personnes interrogent, les personnes interrogées entendent et interprètent ces questions peuvent aussi être différentes. Qu'est-ce que ça signifie être forcé à faire quelque chose? On n'interprète peut-être pas cette question tous et toutes de la même manière. Bien sûr, une autre difficulté, et ce n'est pas une difficulté mineure, c'est que fait-on quand on détecte ce type de situation dans les enquêtes épidémiologiques? Les enquêtes sont faites pour faire de la recherche, pas pour détecter, repérer les personnes dont la vie est à risque. Néanmoins, ça pose évidemment des questions éthiques et il est convenu dans les protocoles de recherche d'informer à minima les personnes sur les recours possibles pour faire cesser les violences, que ce soit via des lignes d'information, des numéros d'appel, etc., ou le recours à des professionnels de santé. Mais c'est une réelle difficulté et c'est aussi parce que faire de la recherche sur ces questions pose énormément de questions pratiques et éthiques que ces recherches ont peut-être un peu été mises à mal ou en tout cas ont eu du mal à... Enfin, on a pris du retard en France. Dans d'autres pays, ces questions ont été traitées différemment et on a beaucoup plus de données. Donc, enfin, s'intéresser aux effets des violences sur la santé nécessite, et je l'ai déjà dit, de préciser des normes de comportement auxquelles on se réfère. Ces normes sont juridiques, mais aussi sociales et évoluent dans le temps. Et donc, c'est pourquoi les enquêtes sur la santé mentale et les violences évoluent elles aussi dans le temps. Après l'enquête en VEF, il a fallu attendre 15 ans pour une nouvelle grande enquête sur les expériences de violence rencontrées par la population générale. Il s'agit de l'enquête Virage, qui s'appelle Violence et rapports de genre, menée à nouveau par l'INED, qui, alors d'une part, était beaucoup plus longue, qui a intégré des hommes aussi, et pas uniquement des femmes, et qui s'est adressée à 27 000 personnes âgées de 20 à 69 ans. Donc une très très grande enquête sur différents aspects des violences. Dans cette enquête, les prévalences des violences physiques au sein du couple, je voulais rester sur le même exemple pour qu'on puisse comparer avec l'enquête en VEF. Les taux de violence physique au sein du couple donc, étaient relativement similaires à celles observées dans l'enquête en VEF 15 ans précédemment. 3 à 4% des femmes ont dit avoir subi des injures et environ 1% des gestes violents au sein de leur couple. Mais cette enquête a aussi permis d'élargir le champ des recherches sur les violences et en particulier d'interroger d'autres sphères de la vie que le couple, le travail, l'espace public, d'autres aspects de nos vies. Et quand on fait le bilan de l'ensemble de ces données, les résultats montrent que 25% des femmes et 14% des hommes déclarent avoir subi des violences dans l'espace public et 20% des femmes et 15% des hommes ont subi des violences au travail, tout ça dans les 12 mois précédents. Alors la plupart du temps, il s'agit de violences verbales, mais les violences physiques peuvent aussi être rencontrées dans ces différents espaces. En parallèle de ce type d'études assez exceptionnelles pour évaluer l'exposition à différentes formes de violence, le ministère de l'Intérieur réalise régulièrement une enquête dite de victimation qui recense la fréquence de différents types d'atteintes aux biens et aux personnes rapportées par les Français. Donc là, ces questions sont abordées un peu plus sous un angle juridique. Donc ce sont de très très grandes enquêtes. Là, c'est 200 000 personnes de plus de 18 ans. Et la dernière de ces enquêtes date de 2024. Cette enquête, alors je pense que vous voyez peut-être pas très bien les chiffres. Alors, en plus, il s'agit de chiffres absolus, qui sont peut-être un peu complexes à interpréter. Mais en gros, ce que nous dit cette enquête, c'est qu'un nombre de plus en plus important de personnes déclarent être victimes de violences physiques, sexuelles, mais aussi de harcèlement moral, de menaces, d'injures et de discrimination. Et en fait, ce qu'on voit ici, c'est l'augmentation des taux entre 2022 et 2023. Et vous voyez que pour l'ensemble des atteintes aux personnes, on voit des augmentations, dont certaines, sauf pour les violences conjugales, mais on voit des augmentations dont certaines sont assez significatives. Par exemple ici, plus 20% pour les violences sexuelles physiques rapportées.
si les déclarations de violence augmentent, la plupart ne donnent pas lieu à un dépôt de plainte. Bon, ça, je pense que tout le monde le sait, mais il se trouve que cette enquête permet de le quantifier. Par exemple, 20% des victimes de violences physiques portent plainte, 16% des personnes qui se déclarent être violences de victimes conjugales, 3% de celles qui disent avoir subi des violences sexuelles et 1% de celles qui disent avoir subi des discriminations, qui sont aussi évidemment des violences. Donc voilà, c'est très simple, mais ça signifie que les données de la police et de la justice, qui permettent aussi évidemment de mesurer l'évolution des situations de violence au sein de la société, ne reflètent qu'une partie très minime de ces situations. C'est un petit peu le haut de l'iceberg. Alors, une question importante pour les chercheurs, mais je pense pour nous tous, c'est est-ce que l'augmentation des déclarations de violence dans ce type d'enquête nous indique que nous vivons dans un contexte de plus en plus violent? Alors, évidemment, c'est une des explications possibles, et on a d'autres éléments qui vont également dans ce sens. D'abord, si le XXe siècle a été le plus meurtrier que l'humanité ait connu jusqu'à présent, les Nations Unies alertent régulièrement sur l'extension et l'enlisement de nombreux conflits dans le monde, en Afrique, au Moyen-Orient, en Asie, mais aussi bien sûr en Europe de l'Est. Ces conflits sont loin de nous, mais les personnes qui cherchent à y échapper parviennent parfois jusqu'à nous, et nous en parlerons la semaine prochaine, puisqu'il s'agira d'évoquer les questions de santé mentale liées à l'exil et à la migration. Mais surtout, comme le montrent de nombreuses études, et c'est surtout là-dessus que je voulais insister, les informations et les images de faits de violence qui nous parviennent peuvent augmenter le sentiment d'anxiété et de détresse psychologique. Et c'est un fait réel, ce n'est pas juste une perception. Donc, ces images d'un monde peut-être de plus en plus violent ont des effets sur notre état psychologique. Est-ce que nous, notre société est plus violente? Donc, les enquêtes nous montrent qu'on rapporte de plus en plus de faits de violence. Une autre donnée qui est intéressante à exploiter pour se faire une opinion sur ce sujet, ce sont les tendances relatives aux crimes violents. Ici, il s'agit des taux d'homicide depuis les années 1990. Et donc, en regardant cette courbe, ce qu'on voit, c'est qu'il y a globalement une diminution du nombre d'homicides enregistrés par la police et la gendarmerie. Là, il s'agit des données officielles. Donc, il y a une baisse des homicides depuis les années 90. Mais au cours des dernières années, une augmentation qui est plus faible que la baisse observée depuis les années 90, mais qui néanmoins a lieu. Et ce que nous disent également les chiffres de la police et de la gendarmerie, c'est que cette augmentation est liée à une hausse du nombre de cas de décès violents intentionnels en dehors du cadre familial. Voilà. Donc, les enquêtes, les données de la police nous laissent penser que dans les 20-30 dernières années, le monde et l'environnement dans lequel nous vivons sont au moins en partie devenus plus violents. Certaines formes de violence pourraient aussi devenir plus fréquentes ou plus visibles du fait de changements de nos modes de vie. Et ici, je voulais parler plus précisément des effets du numérique. Donc, j'ai déjà évoqué les médias et les images de violence auxquelles on peut être exposé, les contenus violents que relaient aussi un certain nombre de médias numériques. Et les recherches en psychologie et en neurosciences nous montrent que plus on est exposé à des contenus de ce type, et surtout à des images violentes, et moins on y réagit. Il y a une forme de désensibilisation qui s'opère, surtout chez les enfants et chez les adolescents. Et donc, ça peut entraîner d'abord une augmentation de l'exposition, mais aussi une forme on s'habitue en fait à différents types de violences, et donc peut-être qu'aussi on les rapporte plus dans certaines enquêtes. Mais les supports numériques peuvent aussi être des relais de violences interpersonnelles. On pense aux réseaux sociaux et aux injures, aux agressions, aux différents types de menaces qui peuvent être proférées, donc tout ce qui relève du cyberharcèlement. Mais ici, ce que nous montrent, donc, ce sont toujours les données du ministère de l'Intérieur, ce que nous montrent les enquêtes du ministère de l'Intérieur, c'est que en fait, c'est surtout le téléphone qui est utilisé pour proférer des violences verbales, sans image, hein. Ça reste un des vecteurs principaux des atteintes non physiques aux personnes, avec quand même progressivement une augmentation de la place du numérique dans les déclarations de violence faites par les personnes. Okay, c'est-à-dire que de plus en plus de personnes, comme vous voyez alors, ici, rapportent donc avoir été soit menacées, soit injuriées par téléphone, par les réseaux sociaux ou un autre type de moyens numériques.
Et comme on utilise de plus en plus le numérique, évidemment, on est de plus en plus exposé à ce type de violence. Donc, l'exposition à certaines formes de violence a vraisemblablement augmenté en France au cours des dernières années. En parallèle, ce sujet prend de plus en plus de place dans la vie des personnes et dans le débat public. Donc, je l'ai évoqué, certains comportements considérés comme banals par le passé ne le sont plus aujourd'hui, notamment les violences faites aux enfants. Les violences conjugales aussi, et Fabienne El-Khoury en parlera plus en détail. Mais il y a aussi d'autres formes de situations auxquelles on pense peut-être moins. Par exemple, on observe au cours des années 2000 une augmentation des déclarations de situations de discrimination dans certains types d'enquêtes. En particulier, l'Institut national des études démographiques a mené à 2 reprises de grandes enquêtes sur la situation des personnes immigrées et descendantes d'immigrés en France, l'enquête Théo 1 en 2008-2009 et l'enquête Théo 2 en 2019-2020. Ces 2 enquêtes renseignent chacune sur l'expérience de discrimination liée à une origine géographique réelle ou perçue par les autres, sachant que, y compris dans les enquêtes du ministère de l'Intérieur, l'origine perçue est le motif principal de discrimination que les personnes rapportent. Donc, parce qu'on peut être discriminé pour différentes raisons, sa taille, son âge, sa corpulence. Il se trouve que quand on demande aux gens « avez-vous subi une situation de discrimination ?», parmi celles qui répondent oui, l'origine géographique est le motif identifié, invoqué en premier lieu. Et donc, en 10 ans, la proportion de personnes immigrées ou descendantes d'immigrés qui déclarent avoir été discriminées dans différents aspects de leur vie est passée de 14 à 19%. Il y a donc bien une augmentation et au total, une personne sur 5 dit avoir été concernée par ce type de violence. Alors, il est probable qu'une partie de cette augmentation, et c'est ce que disent d'ailleurs les auteurs de cette enquête, soit liée à une plus grande prise en compte des discriminations dans le débat public. Ces discriminations sont très largement documentées et de manière objective. Alors, je ne rentrerai pas dans les détails, mais on en parlera peut-être un tout petit peu plus la semaine prochaine. Donc, il existe de réelles discriminations vis-à-vis de l'éducation, de l'emploi, du logement, aussi dans le système de soins. Et on en a de plus en plus conscience, ce qui fait que les personnes qui peuvent éventuellement être concernées par ces discriminations arrivent à les identifier de manière plus précise que quand on n'en parlait pas précédemment. Voilà. Alors après, peut-être que les discriminations faites aux personnes étrangères ou identifiées comme étant étrangères ont aussi augmenté dans le temps. Mais il y a vraiment ces 2 phénomènes en parallèle. C'est surtout ça que je voulais essayer d'illustrer. Il y a à la fois des effets séculaires et puis en même temps la manière dont on perçoit et dont on vit et dont on parle des différents types de violences. Alors voilà, après ce petit point méthodologique, je voulais surtout parler des liens entre violence et santé mentale, de ce qu'on sait aujourd'hui et de la manière dont ces questions sont traitées par les chercheurs du domaine. Donc, je voulais d'abord parler du stress post-traumatique, dont vous avez peut-être entendu parler, et dont les symptômes ont été décrits de manière anecdotique dès l'Antiquité. Mais c'est surtout au XIXe siècle, alors avec le développement de la médecine, de la psychologie, qu'a été inventé d'abord le terme névrose post-traumatique qui, au fur et à mesure, a évolué vers le PTSD, c'est le Post-Traumatic Stress Disorder, en français on dit syndrome de stress post-traumatique. Ce trouble est devenu, donc il a probablement toujours existé, mais il est devenu particulièrement visible au moment de la Première Guerre mondiale, puis de la Seconde Guerre mondiale. Pourquoi ? Parce que ces guerres ont vu partir des dizaines de milliers de soldats au combat et qu'une proportion importante d'entre eux sont revenus avec des symptômes qui ne passaient pas dans le temps et qui montraient qu'ils avaient été traumatisés par l'expérience de la guerre. Donc, disons que l'armée a pris en compte ces phénomènes assez tôt, mais ce n'est qu'après la guerre du Vietnam, dont là aussi des milliers d'hommes sont revenus traumatisés, que le trouble du stress post-traumatique a officiellement été inscrit dans les classifications médicales, donc le DSM d'abord, puis la classification internationale des maladies de l'OMS. Alors, quels sont les principaux symptômes du trouble du stress post-traumatique ? Il s'agit de symptômes de réviviscence, c'est-à-dire des cauchemars, des flashbacks, des images intrusives liées à une situation traumatisante qui a été vécue, une hypervigilance et l'évitement des situations potentiellement traumatisantes. Alors, si on reprend les classifications, d'abord, le stress post-traumatique sous-entend forcément
une situation qui implique une mort effective, une menace de mort, une blessure grave ou des violences sexuelles. Et alors, il faut avoir été soi-même directement exposé ou avoir été témoin de ce type de situation. Et ça, c'est vraiment un élément très très important et qui peut rendre parfois le diagnostic complexe. C'est-à-dire que la première question qu'on pose aux personnes, c'est avez-vous été vous-même donc dans une situation de menace de mort, de blessure grave ou de violence sexuelle? Si la personne ne répond pas oui, on ne peut pas faire le diagnostic de stress post-traumatique, même si elle a tous les autres symptômes. Alors je le dis parce que voilà, il y a toute une réflexion sur ce diagnostic et j'y reviendrai dans un instant, mais voilà, c'est un élément important. Donc il faut avoir été confronté à ce type de situation ou on peut aussi être traumatisé par une exposition indirecte, c'est-à-dire par un proche ou dans le cadre d'activités professionnelles qui exposent à des situations graves et de faits de violence. Et c'est ce qu'on appelle le traumatisme secondaire. Mais quoi qu'il arrive, dans le diagnostic de stress post-traumatique, une de ces situations est indispensable pour pouvoir poser un diagnostic et c'est aussi les critères qu'on utilise dans les enquêtes. Donc, si on a été confronté à ce type d'événement, il y a d'autres types de critères qui s'appliquent, comme je le disais, donc des souvenirs répétitifs, involontaires et envahissants du traumatisme, des rêves récurrents, des réactions dissociatives, c'est-à-dire des moments où la personne se sent ou agit comme si l'événement traumatisant se reproduisait, une forme de détresse psychique et des réactions physiologiques qui peuvent être marquées, qui peuvent être tout à fait involontaires. Ensuite, donc ça ce sont ce qu'on appelle les critères B, il y a aussi des symptômes qui consistent à essayer d'éviter la persistance de ces symptômes en évitant des événements traumatiques ou des choses qui nous les rappellent. Alors, quand on utilise ces symptômes, quelle est l'épidémiologie du trouble du stress post-traumatique? Donc, on estime qu'au cours de la vie, entre 5 et 12% des personnes ont été concernées à un moment donné par un épisode de stress post-traumatique et que cette prévalence est d'environ 1%. Donc, une personne sur 100 à tout moment en France a un syndrome du stress post-traumatique. Ce qui est important, c'est que le trauma est indispensable, mais toutes les personnes qui vivent un événement traumatisant ne développent pas de stress post-traumatique. En fait, on estime qu'à peu près une personne sur deux, après un événement traumatisant, développe ce trouble. Par contre, il y a des populations qui sont particulièrement touchées, les militaires, donc je l'ai déjà mentionné. Environ un quart des militaires ou des anciens militaires déployés au combat revient avec un stress post-traumatique. Et des personnes qui sont concernées par un événement tel qu'un attentat terroriste ont aussi des taux de prévalence très élevés. Dans la plupart des cas, les symptômes surviennent dans les 4 semaines suivant l'événement traumatisant et durent en général environ 3 mois, c'est ce que nous disent un certain nombre d'enquêtes longitudinales qui suivent les personnes atteintes de stress post-traumatique, mais dans 20% des cas, ces symptômes deviennent chroniques et les personnes ont ce qu'on appelle un syndrome du stress post-traumatique persistant. Pour vous donner quelques exemples de situations récentes, par exemple, il y a eu des enquêtes menées après les attentats qui ont eu lieu en France en 2015. D'abord les attentats dits contre Charlie Hebdo, puis les attentats du 13 novembre. Et en janvier 2015, 6 à 18 mois après ces attentats, environ 18% des personnes qui avaient été témoins de ce qui s'est passé à Charlie Hebdo, à l'Hypercacher, à Montrouge ou à Dammartin-en-Goële, avaient des symptômes de stress post-traumatique et environ 30% des personnes qui avaient directement été menacées avaient ce type de manifestation psychologique. Par ailleurs, cette enquête a aussi innové dans le sens, donc l'enquête qui a été menée après les attentats de janvier 2015 a aussi été innovante parce que pour la première fois, on a interrogé des intervenants, que ce soit des soignants ou des policiers, des personnes qui travaillent pour les premiers secours, montrant qu'eux aussi avaient un risque plus élevé de stress post-traumatique suite à cet événement. Alors, quels sont les facteurs de risque principaux d'un stress post-traumatique? Bon, bien sûr, l'événement traumatisant et surtout sa nature, c'est-à-dire que plus l'événement est sévère, intense, plus sa durée a été longue, donc on a été en proximité, c'est-à-dire que les personnes directement touchées sont bien sûr plus à risque que les témoins, plus le risque de stress post-traumatique est important.
Il y a aussi des facteurs de risque individuels. Le fait d'avoir eu des antécédents de traumatisme, c'est ce que je mentionnais dans l'étude en VEF, c'est-à-dire que les femmes qui rapportaient être au moment de l'enquête victimes de violences, mais qui avaient déjà subi des violences dans le passé, étaient plus à risque d'avoir des problèmes psychologiques. Certains facteurs de personnalité et puis l'état de santé physique et mentale plus généralement sont aussi associés à la manière dont on vit un traumatisme et les conséquences éventuelles. Et puis, il existe des facteurs de risque plutôt démographiques ou sociaux. Les femmes sont plus à risque de syndrome de stress post-traumatique, le fait d'avoir une situation sociale défavorable et l'absence de soutien social, l'absence de relais, que ce soit au moment de l'événement traumatisant ou par la suite. Alors, on sait maintenant de plus en plus de choses sur la biologie du stress post-traumatique. L'exposition à un événement violent provoque probablement une hyperactivité de l'amygdale, lieu principal de la mémoire émotionnelle, ce qui entraîne la perturbation de la mémoire et de l'axe HPA, avec une libération exacerbée de différents médiateurs du stress, notamment le cortisol. Alors, on ne sait pas exactement pourquoi, chez certaines personnes, ce mécanisme biologique est déclenché plus fortement que chez d'autres, mais les facteurs de risque que je viens de mentionner pourraient y contribuer. Alors, pour revenir sur le diagnostic de syndrome de stress post-traumatique, comme je vous l'ai dit, il a été développé sur la base des expériences de soldats qui ont traversé des expériences de combat. Mais dès les années 80, des psychiatres et chercheurs ont réalisé que ces descriptions de symptômes ne correspondaient pas à toutes les situations de traumatisme et leurs conséquences qui pouvaient être vécues. En particulier, ces symptômes de stress post-traumatique collent assez mal avec les symptômes que vivent les femmes confrontées à des violences répétées au sein de leur couple ou au cours de leur enfance. Pourquoi ? Parce que les personnes qui ont subi des maltraitances psychologiques, physiques ou d'abus sexuels pendant des périodes longues peuvent non seulement revivre le trauma et avoir tous ces symptômes de reviviscence, évitement, etc., mais aussi rencontrer d'autres types de difficultés émotionnelles, relationnelles et des croyances négatives par rapport à elles-mêmes qui sont très marquées et très ancrées dans leur personnalité. Et donc, pour rendre compte de ce type de situation, ici je voulais juste mentionner deux personnes qui ont vraiment beaucoup œuvré à élargir cette conception du stress post-traumatique et finalement inclure aussi les expériences que pouvaient vivre des enfants, des femmes et pas uniquement les soldats, même si bien sûr ces différents types d'expériences coexistent. Donc je voulais mentionner Leonard Terr et Judith Herman, qui sont deux psychiatres américaines et qui ont beaucoup travaillé sur ces sujets. Et donc, pour rendre compte du fait que le traumatisme ne correspond pas toujours à un événement traumatisant, mais parfois à des situations qui peuvent durer dans le temps, être très compliquées et dont il est très difficile de s'extraire en fait, la classification internationale des maladies a intégré depuis 2019 le diagnostic de stress post-traumatique complexe. Donc, c'est une nouvelle catégorie que les psychiatres peuvent utiliser, qui ne fait pas partie pour le moment du DSM, mais qui est utilisé de plus en plus. Alors, le stress post-traumatique ne peut pas survenir sans un événement violent, c'est un peu la base de la définition, mais les violences donnent lieu à d'autres problèmes de santé que le stress post-traumatique, et on sait notamment que à court terme, évidemment, le fait d'être exposé à des violences augmente le risque de traumatisme et de problèmes psychologiques qui peuvent survenir assez rapidement. Mais à long terme, s'y ajoutent d'autres types de problèmes de santé, des addictions, une augmentation du risque de maladies chroniques et un certain nombre d'autres difficultés qui contribuent de manière assez importante à la morbidité, notamment ici, vous voyez sur cette diapo, les maladies sexuellement transmissibles, l'inflammation et différents types de problèmes de santé physique. Les risques en termes de santé liés à l'exposition aux violences sont cumulatifs dans le temps. C'est-à-dire que si on est exposé à différentes sources de traumatisme, les effets sur la santé sont plus importants. Vous me direz, c'est assez logique, mais néanmoins, encore faut-il le démontrer. Donc ici, il s'agit de données de 2 études longitudinales qui ont suivi des enfants depuis l'enfance, presque depuis la naissance, jusqu'à l'âge adulte. Donc il y a une étude e-risk qui a interrogé des jeunes de 18 ans, et la seconde, Dunedin, est une étude où les participants ont été interrogés à l'âge de 45 ans.
Et en fait, ce que vous voyez ici, c'est le lien entre le nombre d'événements de vie adverses, donc principalement des violences verbales, physiques ou sexuelles vécues au cours de l'enfance, et la prévalence de différents types de problèmes de santé mentale ou physique. Donc, vous voyez que dans ces deux cohortes, donc ici c'est la cohorte britannique e-risk et ici la cohorte néo-zélandaise de Needham, on voit une association graduelle, c'est-à-dire que les personnes qui ont vécu, qui n'ont pas eu d'événements de vie adverses ont une probabilité d'environ 25% d'avoir un problème psychologique au cours de leur vie. Cette probabilité est 2 fois plus élevée pour celles qui ont vécu le nombre maximum ici d'événements de vie adverses, c'est-à-dire plus de 4. Et de la même manière, on voit aussi une association graduelle et linéaire avec le risque de problèmes de santé physique. Alors, pourquoi est-ce que ce type de situation, ces violences, ont des effets particulièrement importants sur la santé ? Différents types de mécanismes l'expliquent. Donc, j'ai déjà mentionné les mécanismes psychologiques, mais il y a aussi évidemment des effets du vécu des violences sur les comportements de santé des personnes, et aussi des effets directs que l'on connaît aujourd'hui sur le fait d'avoir des perturbations biologiques, et en particulier des perturbations du système inflammatoire qui conduisent à un risque plus élevé ensuite, en particulier de maladies cardiovasculaires. Alors, en France, on n'a pas d'enquête de ce type permettant de mesurer le lien entre l'exposition à des violences au cours de l'enfance et le devenir à l'âge adulte. Pourquoi ? Parce que, comme je l'ai dit, il est particulièrement difficile de recueillir ce type de données, en particulier dans des études qui concernent la santé des enfants, parce qu'on interroge en général les parents, et que d'abord il peut être difficile de les interroger sur le fait que ces enfants vivent des violences, en particulier au sein du cercle familial, mais ça pose aussi d'autres types de problématiques éthiques et de prise en charge. Néanmoins, on commence à avoir des informations françaises sur les situations de violence au sein de la famille. Je voulais mentionner en particulier les travaux menés par Marion Bayache, qui est pédiatre à Bordeaux, et qui s'est appuyée sur les données de la cohorte ELF pour étudier les liens entre des conflits et des disputes parentales très tôt au cours de la vie et la santé des enfants. Donc, la cohorte ELF est une cohorte épidémiologique de 18 000 enfants nés en 2011 et qui sont suivis depuis leur naissance jusqu'à aujourd'hui. Dans cette enquête, les parents ont été interrogés à plusieurs reprises sur le fait qu'ils se disputaient. S'ils répondaient oui, on leur demandait si ces disputes arrivaient souvent. Si elles arrivaient souvent, on leur demandait est-ce qu'il arrive que vous vous insultiez ou qu'il y ait une forme de gravité à ces disputes. Et à partir de ces données, donc, Marion Bayache a établi des trajectoires d'exposition aux conflits parentaux des enfants entre la période de la grossesse et le moment où les enfants avaient 2 ans. Et vous voyez ici que dans cette étude, 8% des enfants vivaient dans des familles où les parents se disputaient de plus en plus dans le temps, et 5% vivaient dans des familles où les parents disaient se disputer régulièrement, depuis la grossesse jusqu'au moment où les enfants ont eu 2 ans. Donc, à partir de ces trajectoires, elle a pu étudier le risque de différents types de problèmes de santé des enfants plus tard. Donc, c'est une étude prospective et c'est très important pour établir des relations de cause à effet. Et elle a donc montré qu'en particulier à l'âge de 5 ans, les enfants dont les parents se disputaient régulièrement avaient plus de difficultés d'endormissement, plus de réveils nocturnes et plus de difficultés de comportement. Alors, évidemment, on se dit les conflits au sein d'un couple, ça arrive, il y a des situations plus ou moins conflictuelles, et c'est difficile dans ce type de résultat de savoir si les effets qu'on observe chez les enfants sont directement dus à ces disputes ou si, en fait, ces disputes cachent d'autres formes de violence qu'on n'a pas pu interroger ici, des violences entre les parents, des violences envers les enfants. Donc, c'est ce qu'on appelle un proxy, c'est-à-dire qu'en fait, à défaut de mieux, on utilise ce type d'information pour se dire que c'est la meilleure manière dont on dispose dans ce type de contexte pour évaluer les violences au sein de la famille.
il est possible que des conflits réguliers répétés, même sans violence physique, aient des effets sur le développement des enfants, mais il est possible aussi que ce soit un signe d'alerte et que c'est une information déjà intéressante en tant que telle pour identifier des situations plus graves. Voilà, j'espère que ce que je dis est clair. Voilà. En tout cas, évidemment, c'est difficile de mesurer les violences, notamment au sein des familles, et donc voilà, c'est pour vous montrer comment on fait dans la vraie vie d'épidémiologiste quand on s'intéresse à ces questions. Alors, j'ai parlé des différents types de mécanismes psychologiques et biologiques qui peuvent expliquer les effets des violences sur la santé mentale. On a aussi maintenant des données sur des mécanismes épigénétiques. Donc on a parlé d'épigénétique la semaine dernière. Il s'agit de la manière dont différents types d'expériences influent sur la manière dont s'expriment des gènes qui ensuite sont associés au développement de problèmes de santé psychologique ou physique. Je voulais mentionner une étude dans ce domaine qui a été assez révolutionnaire, qui est parue en 2009, donc ça fait déjà un certain temps, et qui a comparé l'expression d'un certain nombre de gènes qui régulent la réponse au stress chez des personnes qui avaient été qui se sont suicidées et qui n'avaient pas été victimes de maltraitance au cours de leur enfance, et des personnes qui se sont suicidées mais qui avaient été victimes de maltraitance au cours de leur enfance, à un groupe témoin. Et en gros, ce qu'a montré cette étude, et elle est assez exceptionnelle parce que dans cette étude, les chercheurs ont pu s'appuyer sur des échantillons, en fait, il y a eu c'est des études post-mortem. Donc, c'est des échantillons de cerveau, ce qui est assez exceptionnel dans ce type d'études. Et la collègue qui a parlé la semaine dernière d'épigénétique vous a dit à quel point il est difficile de faire des inférences sur les mécanismes qui opèrent au sein du cerveau à partir d'échantillons sanguins. Donc ici, on est vraiment certain que ce qui a été observé se passait dans le cerveau des personnes qui ont été étudiées. Donc, ce qu'a montré cette étude, c'est que chez les personnes qui avaient vécu des maltraitances, la manière dont s'exprimait un gène codant les réactions au stress était tout à fait différente de la manière dont il s'exprimait chez des personnes qui étaient décédées par suicide mais qui n'avaient pas été victimes de maltraitance, ou chez les témoins. Donc cette étude est assez critique et a suggéré que en fait, si on veut, d'une certaine manière, elle a permis de montrer sur le plan biologique, de valider certaines hypothèses qui sont formulées depuis très longtemps, que Freud d'ailleurs lui-même avait déjà formulées, sur la manière dont les expériences au cours de l'enfance s'impriment dans le corps et modifient la manière dont on réagit ensuite face à l'adversité. Et voilà, c'est peut-être un tout petit peu paradoxal que les neurosciences valident un certain nombre d'hypothèses très anciennes, mais finalement, ces intuitions n'étaient pas si éloignées que ça de ce qu'on observe aujourd'hui. Alors, voilà sur ce qu'on peut dire sur les symptômes de stress post-traumatique et les principaux facteurs qui y sont associés. Comment fait-on pour soigner ce type de problème ? Il existe des thérapies et des approches tout à fait spécifiques et qui fonctionnent, donc c'est pour ça que je voulais le mentionner. Des psychothérapies centrées sur le traumatisme, comme par exemple la thérapie EMDR, qui est maintenant de plus en plus répandue. Donc EMDR, ça veut dire Eye Movement Desensitization and Reprocessing, et c'est une technique qui permet où la personne est amenée à raconter, imaginer les pires images, émotions et cognitions négatives associées au traumatisme vécu, en les réévaluant et en faisant en même temps des mouvements oculaires très spécifiques qui créent un état de conscience un peu particulier et qui aident à traiter ces informations. Alors ça semble peut-être un peu étonnant, mais c'est une thérapie qui a été très très bien évaluée et qui semble fonctionner très bien pour les personnes atteintes de troubles du stress post-traumatique. Dans des situations plus sévères, sont également utilisés des traitements psychotropes. La psychoéducation, c'est-à-dire tout ce qu'on peut faire pour essayer de mieux faire comprendre les symptômes aux personnes et les aider à vivre avec. Et puis parfois, et c'est de plus en plus le cas, et Fabienne Elkoury en parlera également, on développe des prises en charge globales, c'est-à-dire des prises en charge psychologiques et médicales, mais aussi des prises en charge sociales et juridiques, donc en particulier pour les femmes victimes de violences conjugales, où un certain nombre de prises en charge de ce type existent pour les personnes victimes de torture, par exemple,
ou qui ont vécu des traumatismes liés aux guerres. Alors, on sait quand même de plus en plus de choses sur le stress post-traumatique et sur sa prise en charge, notamment depuis les attentats de 2015 qui ont permis de développer un certain nombre de ressources pour qu'on soit tous éventuellement prêts à faire face à ce type de situation, malheureusement. Je voudrais mentionner en particulier toutes les informations qui sont disponibles sur le site du Psycom. C'est une association qui travaille beaucoup avec le ministère de la Santé et qui diffuse énormément d'informations sur les principaux troubles de la santé mentale, les approches qui sont validées pour pouvoir faire face à ces troubles et qui permet aussi de mieux connaître les professionnels de santé, les ressources qui existent pour la prévention et les soins. Et puis je voulais mentionner le Centre national de ressources et de résilience qui a été mis en place après 2015, là aussi pour mobiliser les chercheurs mais aussi les soignants sur ces sujets et rendre le plus disponible possible des informations sur ce qu'est le stress post-traumatique. Alors, ce qu'a fait le CNDR notamment, c'est il y a sur leur site des informations sur quelques idées reçues contre lesquelles il faut encore aujourd'hui continuer de lutter. Par exemple, une des idées reçues sur le stress post-traumatique, c'est si c'était si grave ce qui lui est arrivé, elle en aurait parlé depuis longtemps. C'est des choses qu'on entend. C'est pas vrai, évidemment. Justement, le traumatisme peut aussi faire en sorte que les personnes ne puissent pas parler de ce qui leur arrive, ne puissent pas toujours s'en rappeler, alors en particulier quand les traumatismes sont très précoces. Mais parfois, ces traumatismes ressurgissent bien plus tard au cours de la vie. Une autre idée reçue, les traumatismes ont toujours les mêmes effets. Je vous l'ai déjà dit, en fait, non, c'est pas vrai. Il y a des facteurs à la fois individuels mais aussi sociaux qui font que la réponse au traumatisme peut être très différente. Et d'ailleurs, ces informations sont importantes parce que ça veut dire aussi que, par exemple, accompagner des soldats qui reviennent de zones de déploiement au combat est très très important ou des intervenants qui sont mis en présence de personnes victimes de terrorisme, etc., est très important parce que ce qui se passe dans les moments qui suivent le traumatisme, la manière dont les personnes sont capables de parler de leur expérience, d'être entourées, etc., peut prévenir la dégradation de la santé mentale. Une autre idée reçue, on ne développe pas de traumatisme quand on est témoin. Bon, ça, je vous ai déjà dit que c'était pas vrai. On peut, en étant témoin, avoir des symptômes de traumatisme secondaire. Et puis, une dernière idée reçue, quand on est traumatisé, c'est pour la vie. Ben, non, il existe des traitements et des évolutions positives, même quand on a vécu des choses graves. Alors, avant de terminer, je voulais parler de prévention, puisque en santé publique, on cherche quand même tout d'abord à prévenir les problèmes avant de les guérir. Est-ce qu'on peut prévenir les violences? Est-ce qu'on peut limiter leurs conséquences? Ben, c'est une question qui est difficile et certains, au cours de l'histoire, ont pensé que ce n'était pas possible. On peut penser que la violence est un état naturel des humains. Par exemple, Thomas Hobbes a écrit au XVIIe siècle dans le Léviathan que l'état de violence est très compliqué à réguler, que c'est un état naturel pour les humains et que l'homme est un loup pour l'homme. Alors, les recherches sur ce sujet apportent un point de vue un tout petit peu plus nuancé. On sait par exemple que, contrairement à ce qu'on pourrait penser, les hommes préhistoriques étaient beaucoup moins violents que nous le sommes aujourd'hui, probablement. Je voulais citer les travaux de Marilène Patoumatis, qui est spécialiste en préhistoire, et qui a montré que les guerres, les conflits entre groupes sont apparus relativement tard au cours de la préhistoire, à peu près à la fin du Paléolithique, donc environ 13 000 ans avant notre ère actuelle. Et elles se sont encore développées au cours du Néolithique, entre 8 000 et 6 500 ans avant notre ère. Pourquoi ? Parce que cette époque correspond à des changements de mode de vie, c'est-à-dire qu'on est passé d'une société de cueilleurs et chasseurs à la sédentarité, à des modes de production donc plus ancrés dans la société. Ont émergé de nouvelles structures sociales, le concept de propriété, de hiérarchie et des inégalités entre individus. Et en parallèle, les techniques ont évolué, ça c'est elle qui l'écrit vraiment, mais c'est assez évident, mais je trouve que c'est intéressant de repenser à des choses comme ça.
Les techniques ont évolué et donc l'humain était capable de fabriquer des armes, en fait, tout simplement. Donc à la fois la densité de population, le fait de vivre en groupe et d'avoir accès à des armes ont créé les conditions pour que des violences, d'abord entre groupes, mais aussi au sein des groupes familiaux, émergent. Et ce que dit donc cette chercheure, c'est que les violences ne sont probablement pas naturelles ni génétiques, mais en réalité le reflet de nos sociétés. Donc, alors que faire en termes de prévention? D'abord, je voulais mentionner un guide de la Haute Autorité de Santé qui s'adresse aux professionnels de santé et qui détaille la manière dont on peut repérer les personnes qui sont victimes de violences pour éviter qu'elles continuent d'être victimes ou que ces situations arrivent à nouveau, et qui a particulièrement focalisé sur les violences conjugales, les maltraitances chez l'enfant, notamment le syndrome du bébé secoué. Mais là, il s'agit de prévention secondaire, c'est-à-dire qu'il s'agit de déjà identifier les personnes qui sont confrontées à des violences et les sortir de situations et les soigner. Les Nations Unies ont conçu un guide qui s'appelle Inspire, qui là cherche à réfléchir aux questions de violence, alors en particulier les violences touchant les enfants et les adolescents, et intégrer différentes dimensions pouvant influer sur ce risque de violence pour les prendre en charge. Et donc, comme vous voyez ici dans ce schéma, ce rapport sur les stratégies pour faire cesser les violences contre les enfants part de très très loin de conditions sociétales qui influent sur le risque de violence. Donc, par exemple, le fait les inégalités économiques, les inégalités de genre, la pauvreté. Il existe aussi des caractéristiques plutôt liées aux communautés humaines qui, là aussi, engendrent plus de violence, comme la concentration de la pauvreté, par exemple, le taux de chômage, certaines situations des politiques publiques relativement faibles dans le domaine. Il existe également des dimensions relationnelles, notamment le comportement des parents, les conflits familiaux dont j'ai déjà parlé, des pratiques relatives au mariage forcé, par exemple, qui peuvent aussi induire un risque d'exposition aux violences chez les enfants, et puis des facteurs individuels comme le sexe, l'âge, le fait d'être handicapé, par exemple, qui engendrent également plus de violences. Et donc, ce guide de l'ONU identifie pour chacun de ces différents niveaux des manières des manières pour les États, en fait, de prendre en compte les risques de violence et envisager des politiques qui permettent de les prévenir. Et donc, évidemment, il s'agit de politiques à des niveaux différents, par exemple de lois comme celle que je mentionnais tout à l'heure sur les violences éducatives pour interdire certains types de comportements envers les enfants, mais il s'agit aussi de changer les valeurs, d'éduquer les enfants sur les limites de leur corps, ce qui est autorisé, ce qui n'est pas autorisé, ce qui, en France, par exemple, est rentré dans les programmes de l'éducation nationale, etc. Un certain nombre de niveaux différents pour essayer de prévenir la survenue de ces violences avant qu'elles n'aient lieu, ou en tout cas d'alerter sur leur survenue le plus tôt possible. Alors, si être victime ou témoin de violence font depuis longtemps partie de l'expérience humaine et les réduire est sans doute très très difficile, il est possible, il faut continuer les recherches sur ce sujet. J'ai commencé en disant que les liens entre violence et santé mentale sont probablement évidents pour la plupart d'entre nous, et peut-être que certains chercheurs peuvent parfois se demander à quoi sert de continuer à faire des recherches sur ce sujet, sachant que les recherches en elles-mêmes en plus ne permettent pas forcément de changer la situation. Alors je vais vous dire ce que je me réponds à moi-même quand je me pose ce genre de questions. Comme l'a écrit le grand écrivain américain James Baldwin, qui par ailleurs a lui-même été victime de violences sexuelles lorsqu'il était enfant, puis de discriminations racistes et homophobes lorsqu'il était adulte, ce qui l'a amené à quitter les États-Unis et venir s'installer à Paris. On ne peut pas toujours changer ce qu'on voit, mais rien ne peut être changé sans d'abord y faire face, et je pense que pour cela on a besoin d'études épidémiologiques. Merci de votre attention.